L'audience du 28 mai 2025 est maintenant ouverte. Identification des parties pour les fins de l'enregistrement. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Simon Tremblay pour la Commission. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Sébastien Laprise, l'Anglo avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Audrey Gagnon de chez Langlois pour la Société également. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société. Bon matin. Bonjour, Philippe Clément du bureau Bernard Roy pour le procureur général. Parfait. On ne recommencera pas ça quand Maître Sarrazin va arriver, donc vous pouvez noter sa présence. Les juste en arrière, puisqu'on a des questions d'intendance à régler. Je vais céder la parole au procureur-chef. Effectivement, il y a 2 points d'intendance, Monsieur le Commissaire. Nous avons reçu une nouvelle demande de statut de participant de la part du syndicat de la fonction publique du Québec. Je pense que vous avez une décision. Oui, je vais la rendre oralement, puis après ça, on va la déposer sur le site. Parfait. L'autre point d'intendance, peut-être avant, on se rappellera que la semaine passée, dans le cadre de l'interrogatoire de Mme Telfer, il y a eu une objection, du moins la SAC nous a soulevé l'enjeu du privilège. Évidemment, elle consentait, je le rappelle, c'est important. Oui. Dans l'esprit de collaboration, elle consentait à ce que le document soit déposé, sauf que LGS avait des vérifications à faire. Donc, j'ai parlé à son procureur hier. Il me confirme qu'avec les mêmes réserves habituelles qu'on avait eues là, dans des enjeux précédents, sensiblement qu'il renonçait à son privilège uniquement pour le document. Donc, ce n'est pas une renonciation globale. Ils acceptent là, que le document soit déposé. Donc, on substituerait l'extrait de la présentation du 8 octobre 2020 par la présentation intégrale, oui. Et je crois que c'est la pièce, Mme la greffière, 51, mais le numéro du témoin m'échappe. Attendez. Je dois l'avoir dans mes notes. C'est la 23P51. Juste me redonner le titre, s'il vous plaît. Le titre était « Extrait de la présentation au CA, état des discussions avec l'Alliance 8 octobre 2020 ». Exact. Les parties me le confirment, oui. En fait, il faudrait l'appeler maintenant présentation. La présentation, ouais, et non pas des extraits. On va changer de titre, effectivement. Parfait. Et suite à une discussion avec les procureurs de la Société aussi, il y a une présentation connexe qu'on n'avait pas abordée, mais c'est celle du 13 juillet 2020, qui est avant la transaction de septembre, alors que le 8 octobre, on parle du résultat de la transaction notamment. Donc, on suggérait peut-être de la produire avec la cote .2, donc 21P51.2. Je l'ai également communiqué à l'assistante greffière, donc on pourra la déposer sur le site Internet. Ce serait 23P51.2. Excusez-moi, 23, pardon. Qui est, dans le fond, la présentation au complet, que je m'en pas me corriger mes collègues de la Société, mais ça serait la présentation au conseil d'administration du 13 juillet 2020 relativement là, à la transaction, donc, à la médiation ou aux discussions avec l'Alliance qui ont mené à la transaction. Ça convient au niveau... oui. Parfait. Donc, ils seront déposés sur le site Internet pour le bénéfice de tout le monde. Et donc, je vous passe la parole pour la décision pour la Société. Le syndicat, pardon. Oui. Alors, décision sur la demande de modification du statut de participant du syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Alors, le 17 mai 2025, j'ai accordé le statut de participant au syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, le SGPQ. Le 26 mai 2025, le SGPQ, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le SFPQ, dépose conjointement une demande de modification de la décision sur le statut de participant du SGPQ afin que soit ajouté comme coparticipant le SFPQ. L'article 13A des règles de fonctionnement, de procédure, de conduite prévoit que la Commission accorde le statut de participant à une personne qui a un intérêt important et direct sur l'un des sujets de l'enquête et qui est susceptible d'être affecté par son rapport. Au soutien de leur demande, le SGPQ et le SFPQ indiquent, outre ce qui figurait déjà à la demande initiale, que le SFPQ représente 43 000 employés du secteur public et parapublic. Ce dernier représente d'ailleurs 2500 travailleuses et 2500 travailleuses et travailleurs de la SAC, dont l'ensemble des personnes techniciennes en informatique et préposées au permis et à l'immatriculation. Quant au sujet qui intéresse la Commission, le SGPQ et le SFPQ allèguent avoir développé une expertise dans le domaine de la sous-traitance en informatique et disposer de données probantes et stratégiques liées aux enjeux de la commission d'enquête.
Vu que le mandat de la Commission porte sur un projet de développement technologique, il m'apparaît que la demande d'ajouter le SFPQ comme participant satisfait aux critères de l'intérêt important et direct sur les sujets de l'enquête et que le SFPQ est susceptible d'être affecté par le rapport de la Commission. Cependant, il me semble davantage à propos d'accorder le statut de participant à part entière au SFPQ plutôt que de créer le statut non prévu explicitement à nos règles de coparticipant. Il va sans dire que dans la mesure où ils partagent des intérêts communs, deux participants peuvent agir de concert dans l'exercice de tous les droits que leur accordent les règles. À titre d'exemple, rien n'empêche qu'ils soient représentés par le même avocat ou la même avocate, pour autant qu'aucun conflit d'intérêts n'existe. Ce qui laisse implicitement entendre la demande, ce que laisse implicitement entendre la demande conjointe. Pour ces motifs, j'accorde le statut de participant au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. La décision sera déposée aujourd'hui même, en date du 28 mai 2025. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le commissaire. Donc, dans ce cas-ci, là, je vais passer la parole à ma collègue. Pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez eu des nouvelles d'une avocate ou d'un avocat pour oui, il y a des présenter conjointement? Oui, il y a deux les avocats syndicats? désignés. Oui, effectivement, c'est des avocats à l'interne du syndicat. Une des deux est absente cette semaine, donc elle a un substitut. Je dois leur parler aujourd'hui pour voir leur remettre la documentation pour qu'ils puissent embarquer dans le train là, qui est déjà quitté la gare. Ouais. Et puis en gare, en tout cas. Ben, Sarrazin. Est-ce que M. Pelletier est là? Donc, on va sermenter M. Pelletier. Alors, on a déjà noté au procès-verbal, Maître... Avez-vous des questions de précision? Moi, j'aurais des questions avant le contre-interrogatoire qui peut s'avérer assez long, là, donc plutôt que d'attendre à la fin, là, je vais tout de suite poser, mais... Bon, vous pouvez rester à votre place, M. Sarrazin. Donc, bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations? Daniel Pelletier, comptable vérificateur retraité. Merci. Bon, écoutez, la nuit porte conseil, ça a l'air, là, puis je vous cache pas, là, que moi, je suis un juriste, je suis pas un comptable, mais par contre, j'aurai à décider ultimement de votre témoignage, de la valeur probante de votre témoignage, puis pendant, si on peut appeler ça un délibéré, bien, on ne rappelle pas les témoins, là. Alors, je profite de l'occasion que vous soyez là pour répondre à des questions. Puis, je réitère encore la fonction d'éducation publique d'une commission d'enquête. C'est que monsieur, madame, tout le monde, puis c'est pas un reproche, là, vous avez très bien expliqué pendant 2 jours, quand vous étiez terre à terre, puis on vous a demandé des questions de précision de temps en temps. Mais hier, on tombait dans des gros chiffres, on tombait dans le rapport annuel de gestion, avec des colonnes, etc. Alors, ça va être des questions plus de précision, puis j'imagine que les procureurs de la SAC ou du procureur général en auront peut-être également sur les chiffres, là. Alors, puis vous me dites si je suis dans le champ également, là, ça c'est... Vous pouvez le faire. Okay. Allez, bon. Hier, quand je les ai notés, hier, quand vous avez abordé le 150 millions de déficit, je pense que vous n'avez pas précisé les impacts de CASA lui-même, ou si vous l'avez fait, peut-être qu'en fin de journée, j'étais moins attentif, lui-même sur ce déficit et sur les coûts d'administration. On a abordé l'absence d'économie. Je reprends ce que vous m'avez dit, le cholestérol dans la salade. Mais techniquement, on ne va pas parler des coûts additionnels induits par CASA. Donc, mes questions spécifiques sont, a-t-on raison de penser que les coûts des permis annuels, des abonnements, des formations, des heures de support informatique pour le débogage qui sont engendrés par CASA font partie du nouveau déficit d'exploitation? Je vous dirais que oui. Et ce qui fait partie du nouveau déficit de façon beaucoup plus importante, bien, c'est évidemment le nombre d'employés supplémentaires, donc le nombre de TC. Alors, comme je le mentionnais hier, on est parti en 2016 avec tout près de 3300 personnes et en 2024, donc, on est rendu à 4813, selon ce qui est indiqué dans le dernier RAG. Donc, évidemment, l'impact des employés supplémentaires occupe une grande place dans ce déficit-là. Puis ça, c'est des coûts récurrents, j'imagine? Ce sont là les ETC, là. Donc ça va être des coûts récurrents. Exactement. OK.
A-t-on raison de penser qu'ils seront plus élevés que ceux qui étaient là avant? Un PGI entraîne normalement des coûts d'essence plus élevés qu'un développement à maison. Est-ce que ça, vous l'avez pris en compte? Bien, en fait, c'est que ce qui était prévu au départ, quand le projet avait été annoncé ou en tout cas avait été présenté, c'est qu'un PGI devait coûter moins cher qu'un développement maison au départ. Et ce qui s'est passé en chemin, bien là, c'est devenu beaucoup plus cher que ce que le développement maison avait prévu. Évidemment, le développement maison n'ayant pas eu lieu, on n'aura jamais cette réponse-là. Je vais me faire l'avocat du diable. Sur papier, PGI, quand même, qui faisait à peu près tout, techniquement, ça aurait pu amener vraiment des économies d'échelle. Techniquement, oui. Oui. Plutôt que de refaire tous les anciens systèmes. Mais là, on revient dans la zone où un PGI qui est très vanille, donc qui répond déjà aux besoins de la société puis qui n'a pas besoin de beaucoup de personnalisation, c'est beaucoup plus vrai, en fait, à ce niveau-là et c'est beaucoup moins risqué. Alors que dans notre cas, présentement, avec la livraison 2 qui n'était pas vanille du tout. Il fallait qu'il soit vraiment adapté. Exact. Puis j'ai déjà posé la question, pas eu vraiment de réponse. On le fera peut-être là, dans la phase de témoignage des experts ou ce qui se fait à l'étranger. Mais tu sais, je me posais toujours la question. Il y a 10 provinces canadiennes, 3 territoires, 50 États américains qui délivrent tous des permis de conduire, puis des immatriculations, puis des transferts de plaques. Là. On n'est pas unique au Québec. Là. Il n'y a pas à nulle part qu'un PGI aurait pu fonctionner. Tu sais, j'enlève tout notre volet d'assurance là, qui est unique là, en Amérique du Nord. Tout à fait. Oui. Bien, en fait, nous, on avait dénoncé ça quand même assez tôt quand on avait vu les taux de personnalisation. Ça devenait évident et assez rapidement que ça demandait une personnalisation très, très grande. Puis ce qui nous surprenait toujours aussi, je reviens encore une fois à l'époque de l'appel d'offres. Les besoins de la société étaient clairement définis, selon nous, dans cet appel d'offres-là. Il y a eu une première soumission, il y a eu un dialogue compétitif et il y a eu une soumission amendée. Donc, les fournisseurs ont eu amplement le temps de connaître les besoins de la société. Alors, la proposition de l'outil, donc l'éditeur étant SAP, on est convaincu que les fournisseurs ne pouvaient pas ignorer le haut degré de personnalisation et la complexité au niveau des règles d'affaires, par exemple. Ils l'ont fait, hein, parce que vraiment, quand ils ont ouvert les enveloppes, on n'était pas au même prix que ce que la SAC avait estimé. Là. Exact. Le dialogue compétitif a dû aider à ce moment-là à revoir à la hausse les enveloppes de prix. Exactement. Donc, à chaque étape, ils ont toujours eu accès à beaucoup d'informations pour venir fine-tuner leur soumission. Alors, d'arriver dans les mois et dans les années suivantes en invoquant de dire que c'était plus compliqué que prévu, que là, c'était la faute de la SAC, que nos règles d'affaires n'étaient pas suffisamment claires, etc., etc. Nous, on ne pouvait pas vivre avec ces réponses-là. On n'était pas d'accord avec ça. Donc, alors, évidemment que dans les frais d'administration qu'on découvre en 2023 et en 2024, il y a un très gros impact CASA là-dedans. Parce que historiquement, les frais d'administration suivaient des courbes d'augmentation annuelles entre 2 et 3 % en moyenne, ce qui était la norme, en fait, là, dans les autres endroits comparables. Donc, il y avait, moi, de ce que j'ai vu et quand j'ai reculé aussi, là, il n'y avait pas de hausse, il n'y avait pas de pic, là, en fait, au niveau des frais. Les hausses importantes ont commencé avec le projet CASA. Question plus technique, là, les coûts de développement qui restent à encourir. Donc, on peut penser à la L2.5 oui. Et la L3. Est-ce qu'ils vont être dans l'actif, c'est-à-dire dans les immobilisations, ou on va trouver ça dans le déficit? Bien, en fait, à partir du moment où le développement du projet CASA est capitalisé, ce qui a été le cas, en fin de compte, depuis le début, donc ça répond aux normes de capitalisation. Bien, ce qui s'en va dans les frais d'administration, donc c'est l'amortissement annuel de ce nouvel outil-là. Okay? Donc, il y a des règles à suivre là, en termes de pourcentage. Ce qui veut dire que, comme exemple, en 2024, bien, dans le 150 millions de déficit, il y a déjà une partie d'amortissement du nouvel outil, finalement. Ce qui peut arriver en chemin,
si jamais l'outil n'était vraiment pas bon et qu'il devait soit l'arrêter ou soit carrément le jeter, bien, les auditeurs n'auraient pas le choix que d'appliquer la règle de radiation complète dans l'année du solde non amorti. Donc, ça, c'est le worst case scénario. Là. Ça, c'est la pire des situations. Là. On comprend. On jette et on radie aussi. On radie. Voilà. Et à partir du moment où est-ce qu'on radie, l'impact est dans l'année complète. Alors ça, ça créerait un déficit là, très, très, très élevé par rapport, en fait, à cette capitalisation-là. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que la capitalisation s'est faite de façon normale et les auditeurs s'interrogent toujours sur est-ce que cet actif-là, au livre, est toujours en mesure d'apporter des avantages futurs. Là, je vais le résumer comme ça. Là. Donc, tant qu'ils vont être capables de justifier que l'actif est fonctionnel jusqu'à un certain degré et qu'il peut continuer d'apporter des avantages futurs, bien, ils vont le laisser capitaliser puis ils vont l'amortir annuellement. Je comprends. On va aller dans les impacts que vous avez parlé sur les systèmes comptables. Selon ma compréhension de ce que vous avez dit, le programme là, Casa Saclic, je regarde mes notes, là, j'ai de la misère à me relire. C'est l'auxiliaire des clients. Oui, c'est ça. Alors, je veux une précision. C'est quoi l'auxiliaire des clients? Okay. L'auxiliaire des clients, on peut, en fait, prenons l'interface Saclic. Oui. Donc, c'est à partir de là que la clientèle, finalement, font leurs transactions. On doit expliquer, là, c'est bon, un peu comme accéder, là. Exact. Exactement. Donc, c'est là qu'est la porte d'entrée. Donc, c'est là que les clients arrivent. Ouais, okay. Alors, à partir de là, bien, il y a un véhicule, donc, qui est un auxiliaire client, là, on va l'appeler comme ça. Alors, c'est là que toutes les informations sources, en fin de compte, à partir du moment où est-ce qu'il y a des transactions qui sont déclenchées. Alors, tout ça, normalement, vient se déverser dans le back-office, donc dans la livraison 1. Okay. Alors, en partant, bien là, à partir du moment où... Et ça, ce bout-là faisait partie de la livraison 2. Là. Alors, à partir du moment où il y a eu un chaos, donc en février 2023, bien là, il y avait toutes sortes d'erreurs. Ça pouvait être des erreurs au comptoir, ça pouvait être des erreurs de système, ça pouvait être... Il y avait 1000 cas de figure là-dedans. Alors, à partir de ce moment-là, bien, l'input qui venait dans la comptabilité n'était plus bon, n'était plus fiable, et on additionne à ça ce qu'on a nommé souvent aussi, que les contrôles étaient soit absents ou soit inadéquats. Alors, c'est ce qui a créé toute une panoplie d'erreurs et d'écarts et qui a généré aussi des pannes de système importantes et des longues files d'attente. Bon. Mais du côté comptable, c'est ça. Donc, tout ce qui touche, en fait, au dossier client, il y avait des gros problèmes, là. Il y a beaucoup de clients qui se sont retrouvés avec des soldes créditeurs, débiteurs. Il y en a qui attendaient des remboursements, ça ne rentrait pas. Il y en a qui auraient dû être facturés pour la SOFIL, là, comme on a expliqué hier, ou pour la taxe de luxe, et puis qui ne l'ont pas été. Alors, juste pour vous donner un exemple, un individu qui va s'acheter un véhicule de luxe, bien, il sortait de chez son concessionnaire, il n'avait pas payé la SOFIL, même si c'est une forte cylindrée, et dans plusieurs cas, il n'avait pas payé la taxe de luxe parce que le système ne fonctionnait pas pour ça. Alors, dans certains cas, c'était des économies qui pouvaient aller jusqu'à 1 000 $, même plus, sur leur immatriculation. Ça, c'était l'acquisition du véhicule. L'année suivante ou à la date anniversaire de son immatriculation, bien, ces mêmes frais doivent revenir aussi, parce que ça, c'est récurrent. Donc, l'erreur se perpétuait dans le temps. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas qui doit combien, quoi à la SAC. Là. Exactement. On l'ignore. Là. Exactement. Il y avait toute une série d'anomalies qui avaient été identifiées. On n'était pas capable d'avoir l'exhaustivité des problèmes. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé. On a 45 anomalies. À un moment donné, c'était 52. À un moment donné, il y en a eu 57. Bon. Puis il y en a qui étaient regroupés. Alors, c'est là qu'ils ont fait appel à tous les comptables à peu près qu'il y avait dans la boîte, incluant ceux qui étaient chez nous, pour essayer d'aider. Ils avaient même fait appel aux actuaires. Et puis, pour aider à venir, d'abord, identifier les problématiques, puis essayer de les corriger. Mais ce qui s'est passé, c'est que on avait beau essayer de proposer des solutions pour les corriger, mais la problématique venait du système. Fait que quand on corrige par une écriture comptable, on met un plaster sur une jambe de bois, là.
Parce que le système, lui, il n'est toujours pas corrigé. Là. Il est toujours pas corrigé. Vous avez parlé également, ça, je suis moins familier avec ça, là, puis je m'en allais vous questionner, puis finalement, bon, on a passé à d'autres choses. Vous avez parlé du garbage out, garbage in, garbage out, là. Exact. Bien, c'est un peu ça, c'est que l'auxiliaire Ce que je client... fais chez moi, je les sors, puis je les rentre. Et j'imagine que c'est d'autres choses. Exact. C'est que c'est directement en lien avec le fameux auxiliaire client. À partir du moment où si l'information qui arrive là puis qui doit venir se déverser dans la comptabilité, c'est pas bon, bien évidemment, garbage in, garbage out. Donc, c'est la continuité. Là, ce qui n'est pas bon à l'entrée va nous causer des problèmes aussi pour la sortie. Ce qui m'avait amené hier à vous parler aussi des conciliations bancaires, donc qui est un contrôle vraiment de base. Donc, à partir de février 23, il n'y a plus de conciliation bancaire. Ça empêche, ça, là. Ça empêchait de faire les conciliations bancaires, justement, parce que pour balancer une banque, au fond, bien, la conciliation, ce qu'elle fait, c'est que ce qu'il y a dans les livres de l'institution financière versus ce qu'il y a dans les livres de l'organisation, ça doit s'égaler. Puis les écarts qu'il y a entre les deux, bien, ça va être justifié par des éléments qui peuvent être en circulation. Ça peut être des chèques qui ne sont pas encore compensés ou ça peut être des dépôts. Bon, tout ça. En gros, là, c'est ça qui se passe là-dedans. Donc, si on n'est pas capable de faire les conciliations bancaires, la banque nous dit, elle, qu'elle a reçu, je ne sais pas moi, ou qu'elle a fait des prélèvements, mais que ces prélèvements-là, nous autres, on ne les voit pas arriver, nous autres, dans notre système, bien, c'est sûr que les deux balanceront jamais. Et la SAC était plus capable d'identifier les écarts de façon précise. Ils en ont identifié à un moment donné en chemin. Mais l'ensemble de l'œuvre, moi, quand j'ai quitté en 24, c'était toujours pas réglé, là. Puis est-ce qu'on est, en tout cas j'imagine, là, moi je dis une hérésie, est-ce qu'on est capable d'avoir des états financiers qui se tiennent si on n'a pas de conciliation bancaire? Bien, en fait, c'est toujours un peu risqué. Puis c'est exactement là où les auditeurs externes se prononçaient quand ils disaient que c'était pas possible pour eux d'émettre une opinion sur les états financiers, une opinion justement sur la fiabilité et tout et tout. Bien, tant que les conciliations bancaires ne sont pas faites, tant qu'on n'a pas pu valider les contrôles et tout ça, toutes les questions sont permises. Est-ce qu'il y a eu de la fraude? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises entrées comptables? On ne le sait pas. On en connaît peut-être une partie, mais on n'est jamais capable d'avoir l'ensemble de l'œuvre. Bon, ça répond à mes questions. Alors, Maître Gagnon? Oui, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. Je vous ai beaucoup écouté dans les 2 dernières journées. J'avais hâte de pouvoir m'entretenir avec vous là, afin d'obtenir certaines précisions. C'est bien. Tout d'abord, j'aimerais qu'on exhibe votre curriculum vitae. Oui. À l'écran, c'est la pièce 26 P65, si je ne m'abuse. Peut-être descendre un peu, Madame la greffière adjointe. Parfait. Donc, au niveau de vos formations, là, question simplement que je comprenne bien, là, vous n'avez pas de formation dans le domaine des technologies de l'information, contrairement à M. Lapierre qu'on a entendu. Exact. Parfait. Quand, puis à un moment donné, lundi, ma consoeur, Maître Sarrazin, vous avez nommé CPA auditeur en comptabilité publique, puis vous avez eu la rigueur de l'arrêter. Pouvez-vous me faire la distinction entre ces deux nominations? Bien, en fait, c'est que le permis d'exercice de CPA auditeur, ça leur permet de vérifier des états financiers publics, donc des états financiers de corporation, de faire des rapports de mission d'examen. Donc, il y a tout un champ d'expertise là, qui leur est réservé. Alors que le CPA qui n'a pas la certification comme auditeur ne peut plus venir certifier des états financiers, par exemple. Est-ce une certification qui dure combien de temps? Bien, en fait, c'est renouvelé annuellement et la différence aussi qui nous distingue, c'est au niveau des formations continues. OK. Okay? Alors, quelqu'un qui est CPA auditeur n'est pas si différent que ça d'un CPA
simple CPA ou généraliste. D'ailleurs, la certification de CPA auditeur n'existait même pas, moi, dans mon temps. Alors, dans mon temps, nous, on était CA, et là, il y avait des champs d'exercice qui étaient réservés, en fait, au CA. Et c'est en cours de route qu'ils sont venus distinguer ceux qui pouvaient faire de la vérification au niveau de la comptabilité publique. Okay, donc, c'est vraiment un domaine d'expertise différent du vôtre? Pas nécessairement différent. Okay. C'est un permis de pratique qui est complémentaire puis qui est plus précis, considérant les formations qui sont obligatoires pour ça. Je comprends. Puis est-ce que vous avez un diplôme là, de l'Institut des auditeurs internes de l'IIA? En fait, le diplôme, c'est pas vraiment un diplôme, c'est que c'est un membership qu'on a avec l'Institut de l'IIA. Et à partir du moment où on est autorisé à mentionner dans nos rapports qu'on a travaillé selon les normes, bien, c'est là qu'on embarque dans la dynamique que la direction doit être inspectée une fois par 5 ans pour répondre, en fait, à ces normes-là. Puis j'imagine que tu dois avoir des crédits également qui viennent avec. Là. Par exemple, moi, j'étais membre de l'Association des inspecteurs généraux. Là. Donc, quand j'étais inspecteur général, qui est un regroupement américain, mais qui pour avoir cette certification-là puis dire que j'en étais un, ben je devais avoir tant d'heures de formation. Est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est juste une inspection qui est faite? Parce que l'AIA, en fait, ce qu'on n'a pas le choix, c'est ça, c'est que l'inspection vient certifier qu'on a le droit d'utiliser une certification. Cette norme-là, finalement, donc ces normes-là. L'AIA énonce plusieurs normes à suivre dans le cadre des travaux en audit interne. Alors, et une fois par 5 ans, là, il y a une firme externe qui vient s'assurer, donc qui vient nous inspecter pour s'assurer justement que la direction a bel et bien respecté les normes. Parce qu'il faut comprendre aussi que ce qu'on exige en audit interne au niveau de la compétence des gens, c'est une compétence d'équipe. C'est un peu de même que c'est nommé dans les normes, là. Alors, il n'oblige pas une seule personne à avoir toutes les compétences TI, toutes les compétences comptables, mais c'est en équipe. En équipe. C'est comme la force du groupe. Voilà. OK. Puis est-ce que vous êtes CIA? Je me permets le Certified Internal Auditor. L'êtes-vous? Vous? Non. OK. Je comprends que vous avez eu un passage au privé là, chez RCGT. J'aimerais qu'on fasse un petit voyage dans le temps, dans votre mémoire. Là. Oui. Le rôle que vous assumiez à titre d'auditeur à ce moment-là au privé chez RCGT, oui. Est-ce que ça visait surtout la vérification financière? Oui. Okay. Puis, est-ce que j'ai raison de dire, parce que moi non plus, comme le disait monsieur le commissaire, je ne suis pas comptable, donc vous serez indulgent, s'il vous plaît. Mais la vérification financière, ça se distingue de la vérification de performance organisationnelle. Est-ce que c'est exact? Oui. Okay. En quoi? Bien, tout d'abord, la vérification financière, on fait référence à ce qu'on nommait tantôt pour ce qui est des CPA auditeurs. Okay. À l'époque, il n'y avait pas cette distinction-là. Donc, vérification financière, bien, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça pouvait être des rapports d'audit, ça pouvait être des rapports de mission d'examen, ça pouvait être ce qu'on appelait dans le temps des avis aux lecteurs, qui sont devenus des missions de compilation. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour la clientèle. Je comprends. Okay. Maintenant, à l'époque, les mandats spéciaux, nous, là, ce qu'on appelait les mandats spéciaux, il pouvait y avoir des demandes ou des mandats spéciaux sur certains points. Par exemple, la banque, par exemple, pouvait nous mandater pour aller faire un audit spécial sur les inventaires dans une entreprise X, par exemple. Pouvait nous mandater, le banquier, aussitôt que le banquier devenait frileux un peu par rapport à ses garanties, bon, et tout ça, donc on pouvait avoir toutes sortes de mandats spéciaux. Ces mandats spéciaux-là étaient toujours encadrés, mais toujours selon les normes de vérification généralement reconnues par l'Ordre des CPA. Donc, on était dans un autre set de normes, mais qui ressemble étrangement à ce que l'AIA prône aussi. Donc, il y a l'indépendance là-dedans, il y a des règles de contenu, bref. Alors, tout ça est toujours très, très près, mais ce n'est pas régi de la même façon. Je comprends. Puis, ce n'est pas nécessairement non plus de la surveillance d'un projet là, comme du type CASA. Là. Il n'y a pas vraiment de surveillance organisationnelle là, dans ce type de rôle-là. Bien, évidemment que chez certains clients, on a dû en faire, je vous dirais, des bouts. Par exemple, quand on arrivait chez un client où il y avait eu un gros changement de système, ça pouvait être un changement de système comptable, un changement de système au niveau de la production, on se devait de le documenter pour aller justement s'assurer que les contrôles avaient été bien tenus, que tout était
le deuxième système était aussi bon que le premier. Il y avait des périodes qui pouvaient travailler ça en parallèle aussi. Alors, à ce moment-là, les auditeurs externes, on était souvent impliqués dans ces mandats spéciaux-là. Je comprends. Ensuite, vous avez quitté RCGT pour vous rendre à la SAC, mais dans un autre, vous n'aviez pas encore le chapeau là, de directeur de l'audit interne. Vous étiez dans un poste de direction, là, je le lis à l'écran, direction de la vérification interne et de l'évaluation de programmes. Vous releviez de qui à ce moment-là? Alors, en 2016, quand j'ai eu le poste... En 2011, là, je me suis Oh, pardon. au début. Là. En fait, directeur en gestion contractuelle et administration, c'est mon erreur. OK, pardon. Ouais. Donc, de 2011 à 2016, j'arrive à la SAC en 2011. Je commence mes premiers mois du côté du fonds d'assurance. Alors, le premier mandat que j'ai, c'est de connaître un peu le fonctionnement de cette entité-là. Et on m'assigne un mandat du côté des balises assurantielles. Alors, par exemple, les fournisseurs externes, ça pouvait être des physios, ça pouvait être... bon, alors, la SAC avait voulu définir des balises assurantielles quant au nombre de traitements pour telle et telle problématique, par exemple. Alors, on a travaillé là-dessus avec des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, mais moi, c'était un peu mon baptême, moi, quand je suis arrivé là. Et rapidement, donc au début 2012, j'ai l'opportunité d'aller travailler au bureau du vice-président Finances, qui, lui, venait d'avoir ce poste-là. Alors, on parle de M. Yves Frenette ici. Oui. Alors, j'entre dans le bureau de la vice-présidence et Yves me donne comme mandat de refaire un peu son bureau de la vice-présidence. Il y avait eu des départs à la retraite et bon, tout ça. Alors, j'embarque et là, j'étais heureux parce que ça me donnait une vision horizontale de toute l'organisation. Et là, vous releviez de M. Frenette? Oui. Directement. Oui, directement. Et j'avais un rôle qui était conjoint, c'est-à-dire que j'étais... responsable ou en tout cas expert pour la gestion de son bureau, puis de la vice-présidence. Et en chemin, j'ai dû me qualifier pour les postes de gestionnaire. Parce que quand on arrive du privé, à l'époque, il n'y avait pas de partie gratuite, là. Il fallait toujours se qualifier. Donc, j'ai dû passer des différents tests pour devenir gestionnaire de niveau 3 et après coup, donc, de niveau 2. Donc, mes qualifications pour ce qui est des examens avaient été réussies. J'étais sur ce qu'on appelait des LDA, là, les listes de déclaration d'aptitude. Alors, c'est là-dedans que les gens allaient puiser quand il y avait des postes. Un autre acronyme dont je ne me souviendrai pas. Alors, et donc, à partir de 2012 jusqu'à 2016, avec les examens qui étaient réussis, donc, la première promotion que j'ai, c'est à titre de cadre de niveau 3. Et à ce moment-là, je cumulais la charge de la responsabilité du bureau ou de la vice-présidence et pendant 1 an et demi de mémoire, directeur en gestion contractuelle. Puis dans le cadre de ces fonctions, est-ce que vous aviez des interactions avec Mme Nathalie Tremblay également? Directement, très peu. Parce que, oui, j'étais dans le bureau du VP, mais moi, je préparais les rencontres du comité de direction dans la vice-présidence et on était toujours informés au niveau de ce comité-là. Et étant un peu le bras droit du VP, bien évidemment qu'on avait des choses à préparer avant que Yves monte dans ses rencontres avec Mme Tremblay. Donc, à cette époque-là, moi, je rencontre Nathalie peut-être dans ces années-là en personne. Là, c'est peut-être arrivé 3 fois, 4 fois, là, mais bon, sans plus. Donc, vraiment, vous étiez le bras droit de M. Frenette? Oui. Parfait. Bon, en 2016, là, puis on rentre dans ce qui nous intéresse plus précisément. Là, vous arrivez à la direction de l'évaluation interne. Oui. Donc, vous avez beaucoup parlé de votre rôle en tant que directeur, mais j'aimerais comprendre là, de façon plus planchée, là, un audit interne, là, quelle démarche ça doit effectuer en vue d'éventuellement produire un rapport? Vous avez parlé de votre travail d'équipe, c'est comme la force du groupe qui fait en sorte qu'une bonne direction d'audit interne peut s'articuler. Donc, vraiment, expliquez-moi comment ça fonctionne. C'est très abstrait pour moi encore aujourd'hui. Parfait. Tout d'abord, comme je le mentionnais hier, les mandats qui doivent être exécutés sont toujours planifiés d'avance. Donc, il y a une planification triennale donc, qui est approuvée par le comité d'audit. La planification pour 3 ans, elle est actualisée à chaque année. Parce qu'il peut y avoir, évidemment, là, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des commandes, et bon, tout ça. À partir des mandats qui sont planifiés, les dates sont là, les unités à vérifier sont informées d'avance aussi. À partir du moment où on va commencer un mandat, il y a toute une prise de connaissance. Donc, la première étape, là, il y a une prise de connaissance au niveau de l'unité vérifiée ou du processus qu'on va vérifier. À partir de cette prise de connaissance-là, il y a un programme d'audit interne qui s'installe.
Et dans le programme, une fois que la planification est assez précise, bien là, on va élaborer le programme en audit, le programme en vérification, avec des objectifs précis, avec des procédés précis pour répondre en fait à ces objectifs-là. Il y a des risques qui sont identifiés. Okay? D'ailleurs, dans notre dernière inspection, il y avait une amélioration souhaitée de la part de l'inspecteur, puis on en avait discuté longtemps, c'est qu'eux voulaient qu'on documente les risques de façon plus précise. Donc, on les documentait, mais eux voulaient plus de précision, notamment au niveau des risques de fraude. Et c'est là qu'on avait discuté longuement avec eux parce que, d'entrée de jeu, notre mandat, c'est pas d'aller trouver des fraudes. Cependant, dans l'exécution des travaux, si on trouve une fraude, là, il faut lever la main. Alors, c'est pour ça que le risque de fraude, je vous dirais que dans la grande majorité des dossiers, il est omniprésent. Il est toujours en fond d'écran quelque part. Il y a toujours un risque de fraude. Mais on n'a pas à le documenter dans le très grand détail dans la majorité des cas. Sauf que dans certains cas où, effectivement, qu'on a des bonnes raisons de croire que c'est plus risqué qu'ailleurs, bien là, on va le documenter un petit peu plus. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple que dans l'identification des risques, bien, nos inspecteurs, dans certains dossiers, ont dit, bien, on aurait aimé ça, là, oui, votre risque est identifié, mais on aurait aimé ça que vous mettiez un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, évidemment qu'on n'était pas dans les recommandations, c'était des améliorations souhaitées. Comme on est en amélioration continue, on a tout à fait répondu, en fait, à ce commentaire-là, puis on a corrigé le tir. Donc, on a mis un peu plus de détails dans cette documentation-là. Donc, une fois que les risques sont bien identifiés, que les objectifs d'audit sont identifiés, bien là, on entre dans les procédés spécifiques. Alors là, on rentre dans la réalisation du mandat. C'est ce qui m'intéresse là. Oui. Alors là, il y a beaucoup de procédés qui peuvent être développés. Je vous dirais, sans vous dire que c'est complètement laissé à notre discrétion, mais on y va aussi avec notre jugement. Et selon l'unité qui est vérifiée ou le processus, bien, en équipe, en fait, on va développer justement les procédés qui vont nous permettre de répondre aux objectifs qu'on avait. Alors, à ce moment-là, bien, pour reprendre l'exemple de SGPE, je reprends cet exemple-là parce qu'on en a parlé beaucoup ici. Bien, SGPE, c'était un dossier, moi, quand je suis arrivé en 2016, donc, qui était déjà commencé. On a poursuivi avec une phase 2 plus axée sur les contrôles qui entouraient l'outil. Alors, le mandat avait déjà été défini. On avance, on avance, on avance. On détecte des problèmes importants dans la phase 1 reliée au contrôle. La phase 2, on met l'emphase plus sur les contrôles et on développe des procédés pour essayer de répondre aux objectifs et d'arriver avec des constats pertinents parce qu'avant de dire qu'il y a un problème de contrôle, il faut aller faire des tests, il faut aller vérifier. Bon. Donc, vous allez sur le terrain, vous parlez avec les membres du bureau de projet, vous posez des questions, vous envoyez des courriels, vous demandez de l'information. Donc, vous devez interagir avec les gens sur le terrain. Je vais revenir souvent sur Toujours. Donc, dans le SGPE, entre autres, bien, il y a eu beaucoup de communication avec les gens du terrain. Il y a eu des requêtes pour obtenir des fichiers sources, justement, pour nous alimenter. Alors ça, bien, ça en est un exemple. Là. Cet exemple-là est un peu frappant là, de par son ampleur qu'on avait dû faire, mais quand même, c'est ça qui est le principe. Alors, les équipes en audit interne travaillent au niveau du terrain la grande majorité du temps. Et par la suite, bien, c'est là que la suite se produit, c'est-à-dire qu'eux nous produisent aux superviseurs ou ceux qui sont en assurance qualité. Puis généralement, dans une petite équipe de cet ordre-là, bien, écoutez, moi, j'étais sur le terrain, ou en tout cas, j'étais très, très près du terrain, en fait, à mon niveau, ou si ça bloque sur le terrain, bien là, les gestionnaires se parlent. Je comprends. Fait qu'on avait toutes sortes de façons de faire, justement, pour préserver les bonnes relations. Ce sont toutes des collègues qui ont, pour la majorité, soit travaillé avec un et l'autre dans le passé et tout ça. Donc, ça, c'était très précieux pour nous. Mais comme je l'ai mentionné aussi, les vérificateurs, le matin, on se lève puis on sait qu'on va déranger du monde. Oui, vous avez dit ça lundi, puis j'aimerais ça que pourquoi vous allez déranger les gens? Bien, on finit par déranger pour les bonnes et mauvaises raisons. C'est-à-dire que si on pose la même question 5 fois, il est possible que la personne soit un peu tannée de se faire poser la même question, qu'on ait raison. C'est comme un choc de vision entre les opérations puis l'identification des risques. Là. Je pense qu'on l'a entendu de d'autres témoins là, lors de la commission. Oui, puis ça peut être ça, mais il y a aussi souvent ce qu'on rencontrait, c'est que les gens pensaient qu'on les vérifiait eux-mêmes. Les gens confondaient l'audit interne versus une enquête. Donc, ils se sentaient visés. Hey, une minute, là. Non, c'est pas ça. Nous, on vérifie des processus, on vérifie des entités, on vérifie des secteurs. Évidemment qu'il y a des gens qui sont imputables et qui sont responsables, qui doivent répondre, en fait, à des questions. Donc, la vérification de terrain s'articule beaucoup autour de tous ces concepts-là.
Puis, mon collègue avait posé la question à M. Lapierre, mais je comprends que votre rôle en tant qu'audit n'est pas d'identifier des solutions aux risques que vous identifiez. Si vous me permettez, j'apporterai une nuance là, dans ma réponse. C'est que, évidemment, qu'on ne fera pas le plan d'action pour eux autres. Okay? Quand on va arriver à la fin de nos travaux, nous, on va déposer nos constats qui vont nous amener vers des recommandations. Et là, c'est l'unité vérifiée qui, elle, doit produire un plan d'action pour répondre à ça. Okay? Je comprends. Mais ça peut arriver qu'on puisse les aider à trouver des solutions, justement. Et c'est là que, puis ça, c'est permis de le faire en audit interne, d'avoir un volet service-conseil aussi. Donc, sans nuire à notre indépendance, bien, si l'unité dit, écoute, je voudrais mettre ça, moi, dans mon plan d'action, puis d'ailleurs, ça fait partie, ça, de notre travail aussi, d'apprécier ce qu'il y a dans leur plan d'action. Parce que si leur plan d'action, c'est une feuille de chou qui ne répond pas du tout à notre recommandation, bien évidemment qu'on va contester, puis qu'on va le refuser, puis qu'on va les retourner faire leur devoir. Mais un peu ce que Mme Gagnon dit, puis la question était un petit peu plus précise, est-ce que vous participez à la solution? Est-ce que vous suggérez des solutions ou c'est juste un accompagnement? Généralement, c'est juste un accompagnement, parce que le plan d'action appartient en fait à l'unité vérifiée. Là. Puis l'unité vérifiée, dans ce cas-ci, c'était... Parce que c'est très théorique, okay. là. Bien, évidemment, l'unité vérifiée, c'était c'était la VPTI là, dans l'ensemble, si on parle du projet CASA. Là. Ouais. Dans votre équipe, on parle encore de travail d'équipe, l'importance pour vous, là, on la sent. Vous étiez entre 2016 et 2022 à peu près 10-12 personnes? Entre 2016 et 2000, ben, j'irais jusqu'en 24, là, aller jusqu'à ce que je quitte, mais l'équipe a toujours été, je dirais, entre 9 et 12 personnes, incluant une adjointe administrative qu'on a perdue en 2019 et qu'on n'a jamais pu remplacer parce que dans la pandémie, c'était extrêmement compliqué. Puis pour une autre raison aussi, c'est que l'équipe était très, très autonome au niveau de la bureautique. Donc, on a pu se débrouiller nous-mêmes sans... Ben oui, on avait tenté de faire un remplacement, ce qui avait pas été possible. Là. Et on avait une personne chez nous aussi, professionnelle, qui acceptait de nous dépanner ou de nous accommoder quand on avait des demandes d'accès à faire, par exemple, quand il y avait un peu plus d'administratif. Là. Donc, on se débrouillait avec notre équipe. Puis ces 12 employés-là, personnellement, il y avait combien de gens qui détenaient un titre professionnel des CPA? Des CPA, bien, quand je suis arrivé, il y en avait moins, mais en chemin, on en a eu plus. Si j'y vais, bon, je regarde, bien, il y a moi qui le détenais, il y a Martin Lapierre qui le détenait, il y a eu Marilyn Lalonde, il y a eu Sophie Gagné, il y a eu Maude Derry aussi, il y a eu Martin Rodrigue plus tard, qui était comptable. Ensuite de ça, bref, il y avait toujours au minimum la moitié de l'équipe qui avait la certification. Oui. Puis peut-être je me trompe, mais est-ce que vous avez formé une équipe à votre arrivée? Est-ce que votre équipe était relativement jeune ou nouvelle à votre image parce que vous étiez le nouveau directeur? Est-ce que c'est exact? C'est exact, mais si vous me permettez, je vais compléter un petit peu. C'est que quand je suis arrivé, comme je l'ai mentionné hier, ce qui arrive souvent quand il y a un changement de gestionnaire, bien, il y a des individus qui veulent quitter pour des bonnes raisons. Et puis, bon. Alors, quand moi je suis arrivé, la chef de service donc, qui était avec moi, c'était prévu qu'elle quitte. Elle a quand même fait 1 an, je pense, avec nous, puis ça a été fort utile pour que la transition se fasse. On avait un peu négocié avec Mme Tremblay que là, je perdais un cadre de niveau 4. Alors, on avait, et Mme Tremblay m'avait demandé, au lieu d'avoir un cadre de niveau 4, donc de remplacer par des coordonnateurs, ce que j'avais accepté de faire. Donc, c'était des professionnels, mais qui étaient en situation de gestion. Alors, à ce moment-là, bien, j'avais une coordonnatrice en évaluation de programme, Mme Véronique Bélanger. J'avais Martin Lapierre, qui était mon coordonnateur pour le projet CASA. Et j'avais du côté de l'audit, mais pour les autres mandats un peu plus standards, quand je suis arrivé, j'avais nommé Mme Maude Derry, qui a été remplacée ensuite par Mme Sophie Gagné, toutes des personnes CPA, auditeurs. Et la dernière à avoir occupé cette chaise-là, c'était Mme Marilyn Lalonde. Donc, les coordonnateurs nous permettaient justement de me libérer un peu, moi, pour ce qui est de l'assurance qualité dans les dossiers. Mais tous les dossiers finissaient tous dans mon bureau. Je comprends. Puis, dans cette équipe-là, combien de gens étaient dédiés à CASA? L'équipe CASA, je m'inclus parce que j'y ai mis beaucoup de temps. Il y avait Martin Lapierre. Martin était à temps plein là-dedans. Il y a eu Martin Després à partir de 2017. Oui. Et quand je suis arrivé, il y avait Jean-François Huard qui, lui, était CPA. Jean-François devait quitter. On avait finalement convenu avec lui qu'on le gardait. Il avait accepté de
pas s'en aller à la retraite tout de suite, puis il avait fait tout près d'1 an de plus là, avec nous. Alors, dans CASA, puis il y a eu Manon Fortin aussi là, qui nous a aidés à partir de 2017-18, je pense. Donc, essentiellement, ces 2 personnes, c'est ça qu'on a déjà entendu là, à la commission. Mais les 2 plus impliqués, évidemment, là, vous avez vu, il y a eu Martin Lapierre, il y a eu moi et Martin Després, là, qui étaient là, ceux qui ont été le plus longtemps là, dans le... Je comprends. Puis, dans votre équipe dédiée à CASA, combien de personnes avaient déjà eu une expérience dans je cite M. le commissaire, de live monitoring, là, qui était un peu inusité, là, pour reprendre les termes de M. Lapierre? Bien, M. Després, lui, comme il l'a nommé ici, lui, il avait une formation d'ingénieur et son expérience était beaucoup au niveau de la gestion des projets, ISO et tout ça. Donc, il y a du live monitoring là-dedans aussi. Alors, lui, en avait un peu. Un peu, ouais. Il y avait Martin Lapierre qui, lui, avait fait beaucoup de projets, notamment Sagir, là, qui est un très, très, très gros projet. Alors, puis moi, bien, dans le live, j'en avais vécu de par mon expérience, autant dans un cabinet comptable que dans des entreprises privées. Tantôt, on n'en a pas parlé, mais il y a eu une longue période que j'ai fait, donc de 2000 à 2010, dans des entreprises privées, où là, je ne pouvais pas être plus live que ça. Là. Je comprends. Voilà. Puis, dans votre équipe, combien avait une expertise poussée en matière de technologie de l'information? En technologie, il y a eu, évidemment, qu'il y avait Martin Lapierre. Quelle est déjà sa formation? Martin, Martin, c'est un hybride, là, lui, il est CPA. Et il porte la certification CISA, là, donc il est certifié pour faire des audits TI. Et puis, il y avait aussi des certificats en sécurité de l'information et en cyberenquête. Okay. Ensuite, du côté TI, on était allé chercher une personne en 2018, je pense. J'oublie le nom, malheureusement, elle n'est pas restée longtemps avec nous. Et rapidement après, c'est là qu'on a embauché en 2021. Il y a eu Vincent Poirier qu'on a embauché. Vincent est vraiment une personne d'expertise TI pure, là, comme on dit. Alors, Vincent est resté avec nous de 2021 jusqu'à 2024. Puis, parfait, merci. Puis, on revient, on fait un pas de recul sur le live monitoring. Là, dans le fond, je comprends que l'approche d'audit en matière de... J'aimerais avoir le mot français si quelqu'un a une idée. Surveillance continue. Surveillance continue. Merci. Alors, surveillance continue. Donc, quelle est la différence majeure entre un projet d'audit où habituellement, en fait, on regarde une vision rétrospective de la situation versus une surveillance continue, là, concrètement, là, dans votre vie au quotidien? OK. Si je fais le parallèle avec un audit financier dans une entreprise, bien, quand on est en audit, on est a posteriori. On laisse l'entreprise fermer son année et les audits se font après. Il y a quelques tests qui peuvent être faits avant aussi, là, avant que leur année se fasse. Alors, l'audit, la majorité du temps, fait a posteriori. Alors que la surveillance continue est pratiquement en temps réel. Et elle nous permet d'entrer dans les opérations et d'assister, que ce soit des comités, que ce soit des rencontres de suivi, des rencontres sur les analyses de risque, enfin tout. Alors, le défi qu'on avait pour être en surveillance continue, c'était d'être le plus présent possible sur le terrain. Parce que, il fallait s'organiser pour se faire inviter. Dans certains cas, il y en a qui ne voulaient pas nous inviter. On peut comprendre. Il fallait essayer de les convaincre. Ça, c'était notre travail. Ça, puis c'était de bonne guerre, je pense que, bon. Et alors, ça, c'est un grand défi parce qu'une petite équipe, CASA, par exemple, 3 ou 4 personnes, ne peut pas être partout en même temps. Donc, on sélectionnait les comités qui nous apparaissaient les plus importants ou les plus à risque. Donc, on assurait une présence terrain tout le temps. On participait même aussi, il existait un comité aviseur sur les risques, globalement au niveau de la SAC. Et on était présent là. Qui siégeait sur ce comité-là? Normalement, c'était des gestionnaires de haut niveau de tous les secteurs d'affaires. Et le but de ce comité-là était très important. C'est là où l'échange des risques devait se faire. Et malheureusement, bien, dans ce comité-là, on ne pouvait pas atteindre nos objectifs. Nous autres, on était là comme observateurs parce qu'on était mandatés pour émettre un rapport d'audit sur le processus de gestion intégrée des risques. Alors, ce comité aviseur-là venait s'inscrire dans cette gestion intégrée des risques. Alors, l'assistance à ce comité-là était absolument nécessaire pour nous dans le cadre de nos travaux pour la gestion intégrée. Et malheureusement, bien, comme je le disais tantôt, c'est que ça n'atteignait pas vraiment les objectifs parce que, les gestionnaires de haut niveau qui étaient censés partager les risques
qu'ils connaissaient ou qu'ils subissaient ou qui les hantaient dans leur secteur devaient, c'est justement, là, c'est un forum là, pour échanger avec des collègues là, de haut niveau ou avec des experts pour rapporter ça dans leur ligne d'affaires. Malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui, en fait, je vais le nommer comme ça, il y a beaucoup de personnes qui auraient dû être là puis qui n'étaient pas là. Donc, qui se faisaient remplacer par des gens qui faisaient des réponses. Je ne peux pas vous en parler, c'est pas moi qui est dans le dossier. Je ne peux pas vous en parler, ça, c'est pas de mon niveau. Donc, on comprend vite que ce comité-là était dilué. Puis quelle démarche vous faisiez, vous, quand vous faisiez ces constats-là? Bien, évidemment, nous, on ramenait ce constat-là, nous, dans notre rapport sur la gestion intégrée des risques. Alors, on nommait que, finalement, le comité aviseur ne jouait pas son rôle comme il aurait dû le jouer. Je vous demanderais d'exhiber la pièce 26P68, Mme la greffière adjointe. C'est la politique de vérification interne de la SAC du 10 juin 2008. Je comprends qu'elle est applicable jusqu'en 2017. Là. Peut-être exhiber la première page et ensuite la page 4 de 8. S'il vous plaît. Je suis déroulée pour que M. Pelletier puisse identifier le document. Je ne vous piège pas. Alors, page 4 de 8. Vous me dites que c'est une politique qui est en vigueur jusqu'en 2017? Oui, c'est ça. Par la suite, elle est remplacée. Oui, c'est la pièce suivante. Oui. Alors, parfait. Vous connaissez, j'espère, que vous connaissez cette politique-là. Donc, on voit en haut, principe directeur, là, de la deuxième flèche, là, la vérification interne doit, et le premier petit carré. Éviter d'exercer des activités dont la responsabilité revient au gestionnaire de l'organisation. Bon, j'ai cru comprendre parfois qu'avec le type de surveillance continue, la ligne peut devenir difficile à tracer dans ce genre de situation-là. Donc, quelle est votre compréhension de la directive que vous vous êtes doté à ce sujet-là? Sur cette puce-là? Exactement, oui. OK. J'aurais même un exemple, en fait, à vous fournir, parce qu'on on comprend que la ligne peut devenir mince, là. Mais c'est évident que l'auditeur interne ne peut pas exercer les responsabilités qui reviennent aux gestionnaires. Ça, en partant, c'est évident. L'équipe était déjà informée de ça, et d'aucune façon, on ne faisait nos dossiers de cette façon-là. D'aucune façon. Et ce qui était un peu spécial et efficace, c'est que les gens du terrain, chez moi, n'étaient pas des gestionnaires. Donc, c'est l'inverse. Mes gens devaient travailler avec des gestionnaires des lignes d'affaires. Alors, la situation qu'on vivait, c'était les gestionnaires des lignes d'affaires essayaient de dire quoi faire à mes employés. On est dans la situation inverse ici, là. OK? Et l'exemple que je voulais vous parler, c'est qu'à un moment donné, au niveau du bureau de projet, bien, il y a une personne qui venait d'être nommée là, ça faisait pas tellement longtemps, qui devait jouer le rôle de comptable dans ce bureau de projet-là. Et on la reçoit dans notre salle de réunion. Et puis, à un moment donné, bien, ça fait plusieurs fois qu'on lui pose des questions, puis les réponses n'arrivent pas et tout ça. Alors, je lui mentionne, j'ai dit, si. Puis, on s'en cache pas, là. J'ai dit, si ton supérieur, qui était Sylvain Cloutier, à l'époque, ne te permet pas de nous donner la réponse ou te met des embûches de quelque nature que ce soit, bien, tu as juste à nous le dire. Puis, parce que nous, là, si tu ne nous réponds pas, là, c'est nous qu'on va développer un inconfort avec toi, et puis là, on va peut-être monter ça plus haut un peu. Mais si tu as des inconforts à cause de ton gestionnaire, bien, écoute, tu as juste à nous le dire. Ça a pris 1 heure, et son gestionnaire, Sylvain Cloutier, m'appelait, et là, il avait invoqué cette fameuse phrase-là ici, tu n'as pas le droit de gérer ma ressource. Je comprends. Il n'y avait pas été question de ça du tout. On voulait juste obtenir des réponses, on l'avait prévenu. Alors, donc ça, c'est un exemple qui est dans ce sens-là. Mais ce qu'on vivait la plupart du temps, c'était à l'inverse. C'est qu'il y a des gestionnaires qui étaient dans des lignes d'affaires. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait arrêté que mes professionnels inscrivent leur nom là, dans le bas des notes, parce qu'ils se faisaient bousculer par certains gestionnaires. Bien, l'exemple, vous êtes un gestionnaire, mais Martin Lapierre, là, qui était un syndiqué, ou effectivement, c'était quoi le lien, là, quand il recevait une réprimande ou quoi que ce soit d'un gestionnaire, ça se passait comment? Peut-être pour faire suite. Voilà, bien, ça se passait comment? C'est que d'abord, quand mes joueurs recevaient des commentaires, ça pouvait être ça n'arrivait pas si souvent que ça, là, mais quand ça se produisait, évidemment qu'ils m'en parlaient tout de suite. Alors là, il y avait automatiquement une communication de fait avec le gestionnaire là, de plus haut niveau dans ce secteur-là. C'est entre gestionnaires. Exactement. Alors, on s'expliquait.
Et puis, mais comme je vous dis, ce qui s'est passé, c'est plus l'inverse que de ce qui est marqué. Mais comment vous faites la différence entre un contrôle d'opportunité d'une décision organisationnelle versus votre rôle de surveillance lorsque vous jouez vraiment votre rôle de directeur? Pourriez-vous préciser votre Oui, question? je vais la reformuler, je suis d'accord avec vous. Comment faites-vous la différence entre l'opportunité de la décision qui est prise, que vous n'êtes pas d'accord avec la décision que la direction prend, Oui. et votre rôle de surveillance? Oui. Donc, vous, là, vous êtes en mesure de faire la distinction même lorsque vous êtes dans une surveillance continue sur un projet qui s'étend sur plusieurs années? En fait, notre mandat n'était pas d'être d'accord ou pas avec les décisions prises. Ça ne nous appartient pas. Donc, ça, c'est clair. Tout le long, quand on mentionnait qu'on avait des inconforts, on était toujours sur les façons de faire, sur les processus. Il y avait, on nous avait, à un moment donné, faussement dit qu'on était contre SAP. On n'avait pas à être contre un outil ou un autre. Nous, notre problème n'était pas là. On revenait toujours sur le processus, sur les façons de faire. Puis c'était pas d'être pour ou contre, là. C'était quand on était sur la conformité, bien, on disait, écoutez, ça, vous ne respectez pas les règles. Mais d'aucune façon, on avait le droit ou on devait porter des jugements sur un outil en particulier. Je comprends. OK, voilà. On va parler maintenant des comités de direction. Oui. OK. Vous aviez participé à des comités de direction, vous participiez à titre de directeur de la vérification interne? Est-ce que vous parlez du comité de direction de la SAC? Oui, oui, exactement, oui. Ce qui avait été convenu avec Mme Tremblay, c'est que je n'assistais pas aux rencontres du comité de direction SAC, mais elle me donnait accès via le site sécurisé à toute la documentation qui était déposée sur ce comité. OK. J'aimerais c'est une nouvelle pièce, là, je crois que c'est 28P-106, Madame la greffière adjointe. C'est un courriel du 22 juin 2020 pour la convocation à un comité de direction du 7 juillet 2020, l'ordre du jour. Ça allait trop vite, Madame la greffière, pour la désignation de la pièce. Non, ça va. Donc, le premier courriel, c'est le courriel de convocation en vue d'un CD SAC. Est-ce que c'est ça, le comité de direction de la SAC? Oui. OK. Donc, on voit dans les copies conformes votre adresse courriel. Oui. Parfait. On peut descendre. Donc, on dit, bonjour, en vue du CD SAC du 7 juillet, voici les directives. Sera consacré majoritairement à CASA en avant-midi. Et si requis un blocage sera traité pour les enjeux ASRR uniquement. ASRR, à votre connaissance, ça veut dire quoi? ASRR, c'est l'accès sécuritaire au réseau routier. Pardon. Donc, on voit là, c'est essentiellement... Et là, j'aimerais qu'on montre l'avis de convocation un peu plus bas. Donc, on voit, là, on va regarder là, les personnes présentes. Là. Puis, j'aimerais que vous m'indiquiez là, leur rôle, là, si c'est à votre connaissance. Là, Mme Tremblay, M. Frenette, Mme Gauthier, Mme Lépinay, Carmen L'Enfant, Guy Nadeau. Oui. Quel était son rôle? Guy Nadeau était vice-président chez Contrôle routier, Québec. Éric Santerre. Éric Santerre était intérim ici. Je crois qu'il était en remplacement de Dave Leclerc. Okay. Martin Simard. Martin Simard était vice-président à l'indemnisation. OK. On voit ensuite invité Bloc B et vous en faites partie. Là. Bon, M. Cloutier, Sylvain Cloutier, ses fonctions étaient à l'époque, en 2020. Sylvain Cloutier était directeur général du bureau de projet. Parfait. Gleb Dubovet, vous me... Oui. Gleb était un des hauts responsables du côté de l'Alliance. Okay. Est-ce que vous saviez les fonctions qu'il occupait de façon un peu plus précise? Ah, c'était très technique, là. C'était un des hauts placés là, de chez IBM. Donc,
Gleb participait à toutes les rencontres. Mais Gleb est arrivé, Gleb n'était pas là au début du projet, mais il est peut-être arrivé quelque part, je ne me rappelle pas, là, mais peut-être en 19 ou 20, là, dans ces eaux-là. Et puis, alors, Gleb était très spécialisé dans la gestion de ces gros projets-là chez IBM. Est-ce que vous connaissez, et là, c'est pas de piège, mais sa formation? Non, OK. Non. Ensuite, Michel Dumas. Oui, Michel Dumas était ce qu'on appelait le vis-à-vis de Carl Malenfant pour l'Alliance. Donc, Michel représentait l'Alliance chez IBM. Et puis, Michel, évidemment, que lui, on le connaissait un peu plus, là, parce que Michel avait déjà été dans la fonction publique. Donc, on le connaissait. Et puis, Michel, on l'a rencontré aussi dans nos procédés à quelques reprises aussi. On détestait pas aller lui poser des questions, voir sur l'évolution du projet. Au début, Michel se pliait, en fait, à nos demandes. Et à un moment donné, c'est devenu plus possible. Parce que, si vous me permettez de raconter, là, mais dans une des rencontres sur Michel Dumas, donc. Dans une des rencontres avec Michel Dumas, alors Michel nous explique un peu son parcours, du temps qu'il avait été à la CSST et tout ça. Et à l'époque, la CSST avait un grand projet aussi, ce qu'il appelait le projet de la moderne à l'époque. Et puis, Michel était du côté de la CSST. Puis, il nous racontait que lui avait recommandé au CA de la CSST de mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? Au Gros projet de la moderne. Il trouvait ça trop gros, comme il nous expliquait, et lui, il leur avait recommandé d'arrêter ça, d'y aller avec un développement maison, mais découpé. Et en fait, l'équivalent de leur livraison 1, qui était leur back-office, ils avaient décidé de prendre l'option S'agir du gouvernement, qui coûtait à l'époque aux alentours de 7 ou 8 millions. C'est tout. Alors, Michel nous raconte ça. Puis il y a Martin Lapierre aussi, là, qui est dans mon bureau aussi. C'est à quel moment qu'il vous raconte ça? Écoutez, c'est dans le cadre de nos travaux, quand Michel... Mais quelle année, là? Parce que ça, c'est... Vos travaux ont duré sur plusieurs années, là. Cette discussion-là avec Michel a eu lieu, je pense, on était en présentiel, donc ça devait être en 2019. Donc, c'était avant la pandémie. Donc, c'était juste avant. La livraison 1 venait d'être installée. Et puis là, on était justement dans les replanifications de la livraison 2. Alors, on discute avec Michel et tout ça, et à un moment donné, bien évidemment, la question est venue. On a dit, Michel, pourquoi c'était vrai à la CSST, alors que tu étais du côté de la CSST, puis tu as mis fin à ça, puis tu es allé vers S'agir pour le back-office. Là, tu es rendu chez IBM, puis tu nous fais faire un immense projet. On lui avait posé cette question-là, Michel Dumas. C'était le joueur, en fait, à peu près le seul qui pouvait répondre un peu à cette question un peu embêtante, là. Et il nous avait pas vraiment bien répondu. Et à partir de ce moment-là, Michel n'a plus jamais été disponible pour venir nous rencontrer. Mais dans le cadre de vos travaux, est-ce que vous faisiez un devoir d'aller rencontrer les gens de l'Alliance aussi? Oui. OK. Donc, c'était, sans dire que c'était des statutaires, mais vous rencontriez les gens de la SAC, puis les gens, leur équivalent, là, le two in the box, là, oui. de l'Alliance. Okay. Oui. Vous aviez accès aux gens de l'Alliance dans le cadre de vos travaux? Oui. OK. Mais je comprends, puis peut-être je me trompe, mais M. Dubovet, M. Dumas, c'était les directeurs, en fait, les chefs d'équipe, là. Effectivement. En fait, Michel Dumas avait remplacé le premier qui occupait cette chaise-là. Comment s'appelait-il? Pardon? Comment s'appelait-il? J'ai juste son prénom, Nabil. OK. Puis, est-ce que vous vous souvenez du contexte où Nabil a été remplacé? Écoutez, nous, les informations à l'interne qu'on avait eues, c'était que IBM avait réaffecté Nabil sur un autre projet. Donc là, c'est Michel Dumas qui est embarqué. OK. Ensuite, Caroline, merci. Caroline Foldesbus, que ses fonctions à l'époque, là, je me situe en 2020. Bien, en fait, Caroline est entrée à la SAC, comme ça a été dit, donc en 2015, et c'était la directrice générale du projet. Alors, c'était vraiment là, le bras droit de Carl Malenfant. Donc, c'est la dame qui arrivait de l'Hydro-Québec, c'est ça? Exactement. Exactement. Qui est arrivée à la SAC, donc en 2015, et qui a toujours été présente dans le projet CASA. Est-ce que vous vous souvenez qu'elle a même remplacé M. Malenfant lorsque M. Malenfant a quitté pour un congé de maladie de 6 mois en 2019? En fait, Carl avait quitté pour des chirurgies importantes, donc il avait dû s'absenter, mais on le voyait quand même assez souvent. Mais de mémoire, c'est Caroline Foldesbus, oui, qui avait assuré son intérim à cette époque-là. Et c'était elle qui assurait son intérim aussi quand Carl partait pour des vacances, par exemple. Je comprends. Donc, ensuite, M. Claude Guay, oui. Casa Alliance.
Claude Guay était, au début du projet, il était vice-président de IBM Canada, si mon souvenir est bon, et il va devenir président de IBM Canada, OK, par la suite. Alors, Claude Guay était vraiment, là, si je peux dire, l'autorité chez IBM, donc au pays. Et Claude débarquait à la société quand même assez souvent. Mme Tremblay l'invitait justement, là, comme dans ce cas-ci, là, dans un comité de direction SAAC que je qualifierais de spécial ici, là. OK. Donc, Claude Guay venait assister et puis pouvait rassurer les membres quant aux problématiques qui étaient soulevées. On m'avait même fait participer à un CD SAAC spécial une fois, donc Mme Tremblay m'avait invité dans les débuts du projet. Et puis, bon, il y avait eu évidemment un petit malaise, c'est que Claude Guay devait être présent. Puis Mme Tremblay m'avait demandé de façon verbale de venir parler d'une certaine comparaison avec un projet Phoenix qui avait été réalisé par Claude Guay. Alors, Claude Guay est assis là à ma droite et moi, je me dois de parler des problèmes qu'ils ont eu dans Phoenix qu'il ne faut pas répéter dans Casa. Mais vous vous êtes exprimé librement, j'imagine? Absolument, absolument. Mais je ne vous cacherai pas que Claude ne m'a pas serré la main là, quand on est ressorti de là. Parce que lui, il venait de réaliser Phoenix, ou en tout cas de tenter de le faire. Mais c'est pas lors de ce comité de direction-là? Non, mais c'est juste un exemple. C'est que quand Claude Guay venait, donc il y avait toutes sortes de sujets. Est-ce que c'était dans ce CD-là? On le verra plus tard, peut-être, de parler différents. On va continuer avec les gens. Moi, juste la date. En fait, oui, c'est le comité de direction du 7 juillet 2020. C'est quelques jours avant, vous comprendrez, le CA du 13 juillet. Tout à fait. Donc, je continue ma liste de gens invités à ce comité de direction. Donc, Silvino Mezzari, Oui. EY. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Tout à fait. Alors, c'est Silvino qui réalisait les premières revues de qualité que EY faisait. Je comprends. Alors, Silvino nous rencontrait dans le cadre de ses travaux, généralement une fois, à chaque fois qu'il y avait un rapport d'étape à faire. Parfait. Vous avez des interactions avec EY, je vais revenir plus tard, mais quand même de façon régulière, j'imagine? Ou, Bien, surtout dans le cadre de leur évaluation. Donc, on pouvait être des semaines et des semaines là, qu'on ne les voyait pas ou qu'on ne les entendait pas. Et quand ils tombaient dans leurs travaux, bien, c'est là qu'on les voyait. Okay. Ensuite, Daniel Pelletier, c'est vous, hein, je vous l'annonce. Sébastien René. Sébastien René était le supérieur de Silvino, était associé chez EY. Alors, les revues de qualité nous étaient présentées par Sébastien et Silvino. Je comprends. Et ensuite, là, François Tailleur. Alors, François était, moi, quand je suis arrivé à la SAAC, il était du côté du fonds d'assurance et il avait accepté un poste à la direction des ressources matérielles et immobilières. OK, parfait. On va descendre un peu. L'invité bloc A, c'est peut-être moins quelque chose qui est en relation avec le mandat de la commission. Donc, allez au bloc B, comité de direction. Donc, on va voir l'horaire du comité de direction, M. Pelletier. Est-ce que vous vous souvenez de ce comité de direction-là de façon générale? Ça fait quand même un bon bout, là, mais... De façon particulière, là, je ne m'en rappelle pas. Il faudrait que je relise un peu plus là, ici là, les différents points. On va regarder les points. Le point 3.1 à 9h10, le rapport EY. On voit les différents intervenants en dessous, dont votre nom à vous. Là. Oui. Donc, je comprends qu'il y a eu 45 minutes dédiées au rapport d'EY. Il y avait des interactions entre les principaux protagonistes, désolé, sur ce sujet-là. Okay. Oui. Parfait. Donc, c'était comme, je comprends que c'était un forum où les gens pouvaient discuter du rapport. Il y avait des questions, des échanges. Puis, En fait, je vous dirais que c'était un comité de direction élargi, donc avec beaucoup d'invités pour venir accueillir la 4e revue de EY, qui, au préalable, avait déjà été présentée à Carl Malenfant. EY procédait toujours là, de cette façon-là quand il y avait leur projet de rapport. Donc, ils se validaient ou ils présentaient d'abord à Carl Malenfant. Et éventuellement, il y avait un comité de direction SAAC pour accueillir cette présentation-là, pour éventuellement aller jusqu'au comité conjoint dans la gouvernance. Je comprends. C'est vraiment comme une espèce de chaîne auquel vous participiez. Là. Oui. À laquelle, excusez-moi. Okay. Oui. Ensuite, 3.2, réponse au rapport EY, là, je comprends, et confirmation de l'échéancier des risques 40 minutes. Là, on voit M. Malenfant, M. Dubovet, M. Dumas, M. Gay, vous-même et Caroline Foldaisbus. Oui. Quel était l'objectif de ce point à l'ordre du jour de ce comité de direction? Bien, il y avait toujours une plage de temps qui était réservée justement pour venir discuter du rapport. Effectivement, ce que Mme Tremblay souhaitait obtenir dans ces échanges-là, c'est que, bon, d'abord de valider que tout le monde avait été rencontré, exact, que ça s'était bien passé, qu'il ne restait rien qui traînait, là, pour reprendre un peu là, dans ses termes à elle. Et puis, donc, le 3.2, c'est essentiellement ça qu'on a ici. Puis ensuite, ligne de presse, 5 minutes. Là, on voit aussi votre nom.
à ce sujet-là? Effectivement, je suis là, mais évidemment, je ne participe pas à cette ligne de presse-là. Je suis là comme auditeur interne. C'est ça, parfait. Puis c'est le 3.4 qui m'intéresse un peu plus. Là. Décision ou action à prendre sur la livraison 2, 30 minutes, puis là, c'est le comité de direction et de la DVIEP. Ouais. Je comprends que les invités, sauf vous, quittent. Est-ce que c'est exact? Techniquement, oui, effectivement. Donc, il y a des gens qui venaient de quitter, je pense, là, oui. OK. Puis bon, alors, quelle décision est prise à ce moment-là entre vous et le comité de direction? Je ne peux pas vous dire ce matin. Je ne peux pas vous dire. OK. On est en juillet 2020, donc, écoutez, évidemment qu'il y a sûrement eu des discussions qui ont tourné autour de l'éventuelle transaction qui va se conclure en septembre. En fait, c'est des négociations. Il n'y a pas encore de mandat nécessairement de donner, mais je vous donne je vous pistonne. Là. C'est juste avant le conseil d'administration du 13 juillet où il y a une résolution avec un 344 millions conditionnel à la médiation qui sera adoptée par le CA. Donc, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire des échanges qu'il y a eu à ce sujet-là? Effectivement. Puis, c'est pour ça que je vous nomme là, que ce qui me revient puis qui était très près de ça, c'était qu'il y avait beaucoup d'analyses d'écart de fait puis de négociations en vue de la transaction. Mais évidemment, ce qui est arrivé avant la transaction, il y a eu le CA du mois de juillet. Donc, le CA du mois de juillet, de mémoire, devait servir pour obtenir une autorisation pour la poursuite. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, il y a une résolution là, avec un 344 millions, on l'a vu. Mais moi, ma question, c'était vous, là, vous êtes là. Oui. À 10h40, j'imagine qu'il y a eu du retard. Là. Je ne connais pas beaucoup de comités de direction qui sont à l'heure. Mais bref, vous êtes là avec le comité de direction, puis c'est vous, la DVIEP, il n'y a personne d'autre que vous. Là. Exact. OK. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est quand même, je reprends encore les termes de M. Lapierre, c'est inusité là, qu'une personne de l'audit interne participe à des décisions de cette nature-là dans le cadre d'un projet de transformation numérique? Là? Bien, en fait... Vous êtes là. Inusité... moi, je cite votre collègue. Là, vous pouvez utiliser un autre mot. Là. Inusité peut-être. Particulier, exceptionnel. Ouais. Inusité peut-être, mais aucune participation en fait à cette décision-là. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Mais vous êtes là. On est là. On est là toujours comme observateur. On est en surveillance et ça fait partie ici de notre surveillance. OK. OK. C'est parfait. Je n'ai plus de questions sur ce document-là. J'aimerais qu'on parle maintenant des huis clos. Vous en avez parlé beaucoup hier, même lundi. Vous avez une grosse semaine pour vous, M. Pelletier, en matière de souvenirs. Là. Donc, je comprends, puis si je vous cite mal, vous me le dites, mais c'est un mécanisme important pour vous, les huis clos. Bien, pas juste pour moi, ça fait partie des bonnes pratiques. Ouais. Je comprends, mais je suis d'accord avec vous, ça fait partie des bonnes pratiques, mais vous disiez que c'est un forum important pour vous dans la gouvernance parce que ça vous permet de traiter tous les angles morts que vous auriez pu avoir là, avec les gens de façon transparente, franche et intégrale. Est-ce que je vous cite bien? Bien, le plus possible. Le plus possible. Le plus possible, oui. Donc, si tant est qu'il y avait eu des anomalies et que vous vouliez soulever quelque chose de crucial, d'important, c'est dans le cadre des huis clos que vous l'auriez fait? Normalement, oui. Okay. Puis, votre phrase consacrée, là, je l'aime bien, je l'ai lu souvent, c'est ça. Vous avez dû faire copier-coller à plusieurs reprises dans les 5-6 dernières années, mais vous étiez d'avis que c'était des cibles ambitieuses. Là. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir de le mentionner, ça, en huis clos, aux gens du conseil d'administration? Bien, en fait, on le mentionnait dans notre note pendant la rencontre, mais on le rappelait aussi à huis clos. Et même que dans le huis clos, bien, il y a certains membres qui disaient « Bon, Daniel revient encore avec sa fameuse phrase. » Mais c'était pas vilain là, de leur part. Là. Eux s'attendaient à ça et ils savaient parfaitement pourquoi je maintenais cette phrase-là aussi. Puis est-ce que vous avez déjà répondu, notamment peut-être M. Martineau, que c'était le rôle de la société, ou en fait c'était possible pour la société d'avoir des cibles ambitieuses et que votre rôle à vous, c'était justement de gérer les risques, puis c'était l'équilibre souhaité dans le fond? Je me souviens pas exactement de cette phrase-là, mais je suis un peu surpris parce que c'était pas notre rôle à nous de gérer les risques. Non, c'est ça exactement. Mais d'identifier les risques, je me suis peut-être mal exprimée. Oui, mais de les identifier, nous, on participait en fait aux différents ateliers de gestion de risque. On auditait le processus de gestion intégré aussi sur les risques. Mais il ne faut pas confondre les risques de l'organisation versus nos risques à nous pendant qu'on est dans l'exécution du mandat. Oui, c'est la sémantique. Là. Mais moi, ce que je souhaite relever, c'est que vous trouviez que c'est des cibles ambitieuses, donc risquées. Je pense que c'est une vérité de la palisse. Vous trouviez le projet CASA risqué, monsieur. Exactement. Ça, je pense que c'est une évidence, là. Puis c'est bon. Mais la tolérance au risque, ça ne relève pas de la DVIEP, ça relève de la société. Exact. OK.
Puis, on a fait un exercice minutieux avec Maître Sarrazin en comparant vos notes exécutives là, et les projets de notes que vous aviez. J'imagine que vous les aviez en votre possession, vos projets de notes intégrales lors des huis clos? Oui. Okay. Donc, si tant est qu'il y avait une information qui vous aurait échappé par rapport à la note exécutive, vous aviez, de façon rigoureuse, là, votre document en votre possession. En fait, moi, j'avais tous mes documents sources, incluant les différentes versions. Il pouvait y avoir une version 1, 2, 3, 4. Là. Alors, moi, j'avais tout ça. Et donc, ça me servait un peu de pense-bête, là, qu'il ne fallait pas que j'oublie que ce qui n'avait pas été discuté pendant la rencontre. Donc, il fallait que je fasse un rappel où j'espérais d'avoir une question sur tel et tel point. Et en moyenne, on vous laissait combien de temps vous exprimer? Pardon? En moyenne, En on moyenne? vous laissait combien de temps pour vous exprimer lors d'un huis clos? Là? Parce que des fois, là, j'ai vu la comparaison des notes, là, puis c'était assez costaud, là, plus que votre dernier paragraphe. Ma question est double. Première des choses, est-ce qu'on vous laissait vous exprimer librement? Et de un, oui. La réponse c'est oui. Et deux, on vous donnait combien de temps à peu près pour vous exprimer? On n'a jamais été restreint sur le temps des huis clos. Par contre, juste avant la période des huis clos, là, parce qu'il y avait mon huis clos, ensuite il y avait celui de Mme Tremblay, et puis il y avait le huis clos aussi entre les membres, donc entre eux. Alors évidemment que tous les huis clos arrivaient à la fin. Alors, ce qui se produisait des fois, c'est qu'au début de mon huis clos à moi, ben là, les membres signifiaient « Ouais, ben là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, moi, j'ai une rencontre à telle heure, et bon, tout ça. » Alors, c'est en plein ce que je pensais, c'est-à-dire que M. Sioui est venu nous dire que les gens étaient vraiment embêtés en raison du temps qu'ils avaient une demi-journée. Quand ils étaient à Québec, il y avait des trains à prendre et tout ça. Fait que, mais en moyenne, pour répondre, Monsieur le commissaire, à votre question sur la durée moyenne, je vous dirais que j'avais au minimum 10-15 minutes au huis clos, là, et j'avais suffisamment de temps pour passer les points que je n'avais pas été capable de passer avant ou de répondre, en fait, à leurs questions. Mais moi, je retiens que vous n'êtes jamais senti brimé par rapport à vos huis clos, au regard du temps, puis au regard de la plateforme qu'on vous offrait. À quelques reprises, oui. Alors, est-ce que vous l'avez soulevé à Mme Tremblay? Oui. De façon écrite? Pas de façon écrite, non. Je l'avais même soulevé à M. Martineau, à l'époque. Parce qu'il se produisait un phénomène, c'est qu'il y a des gens, probablement qui étaient pas mal intentionnés, mais il y a des gens qui pensaient que dans un comité d'audit ou dans un comité conjoint, que si j'avais pas de points, mais que j'étais là juste pour assister, parce qu'il faut savoir aussi qu'au comité d'audit, j'étais là d'office, tout le temps. Alors que j'ai des points ou pas, j'étais là. Alors, il y en a qui disaient, bien écoute, si tu n'as pas de points à présenter, tu n'as pas d'affaire à avoir un huis clos. Non, ça je comprends, mais ça c'est le mécanisme. Mais lors des huis clos, je reformule ma question, lors des huis clos, on vous donnait pas à Daniel, après 2 minutes, il faut que vous sortiez de la salle. Vous aviez la plage nécessaire pour pouvoir exprimer ce que vous souhaitiez exprimer aux membres du conseil d'administration. Exact. C'est important, là. Oui. OK. J'aurais quelques questions pour vous, puis je reviens, puis vous aviez vos sources avec vous, vos documents sources là, pour pouvoir y référer si tant est que vous en ressentiez le besoin. Oui. Parfait. Je vais poser quelques questions sur les protagonistes. On mentionne beaucoup de noms là, depuis 3 jours, mais je vais essayer de recadrer leur rôle, là, puis si je me trompe, évidemment, j'ai aucun doute que vous allez me replacer. Donc, monsieur Yves Frenette, oui. Je comprends que vous l'avez connu chez RCGT. Oui. C'est lui qui vous a recruté à la SAC? Je ne dirais pas que c'est lui directement. C'est un de ses directeurs généraux qui m'avait rencontré là, dans un premier temps, M. Marc Lucas. Marc, excusez-moi. Marc Lucas, L-U-C-A-S. OK, parfait. Puis vous avez dit qu'en fond, il est allé vous chercher parce qu'il a été entouré de gens de confiance. Bien, en fait, c'est que quand je suis arrivé à la SAC, Yves était vice-président au Fonds d'assurance. Alors, moi, ma porte d'entrée était là. Est-ce que Yves avait parlé avec Marc Lucas avant et tout ça? Je présume que oui, là, parce que, et en plus, il n'y avait pas besoin d'afficher le poste. C'était un poste qui était nominal, donc qui n'était pas primé. Alors, eux avaient... Et j'étais déjà sur une liste de déclarations d'aptitude du gouvernement pour... Donc, il y avait une prérogative, puis vous pouvez aller chercher quelqu'un. Exactement, parce que j'étais déjà sur cette liste-là. Alors, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils m'ont rencontré en entrevue. Je dis on. Donc, c'est Marc Lucas qui m'a rencontré. Et dans les mois qui ont suivi, là, Yves avait eu...
c'était pas une promotion, là, c'était un déplacement. Il était devenu vice-président finances et administration au début 2012. Et c'est là que j'avais appliqué sur ce poste-là qui, lui, devait être affiché parce que ça, c'était un poste qui était primé. Et puis vous avez mentionné, je pense que c'est lundi, que le fait que ça faisait 30 ans que vous connaissiez, là, ça n'affectait pas votre sentiment d'indépendance et d'impartialité dans le cadre de vos fonctions. Du tout. Je comprends. Donc, je comprends qu'une personne peut connaître quelqu'un de longue date, travailler avec elle à ses côtés, sans nécessairement avoir son indépendance affectée. Exactement. Puis c'est d'autant plus vrai quand on est en vérification interne. On travaille avec les collègues. On participe à des activités de l'organisation, des activités communes. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se côtoie. Et qu'on se fasse confiance. Oui. Parfait. Madame Anne-Marie Croteau. Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Anne-Marie Croteau, qui venait de l'université, puis qui est toujours là, je pense, de l'Université Concordia. Quand je suis arrivé en poste en 2016, Mme Croteau était déjà là, ou elle venait d'être nommée. Elle était sur le comité des technologies. Puis quelle était je pense qu'elle était présidente même du comité. Elle est devenue présidente, oui. Oui. Donc vous aviez à interagir avec elle. Elle était présente quand il y avait des comités conjoints. Quelle était votre appréciation de son rôle de présidente du comité TI? J'ai jamais eu de problème avec Mme Croteau. Okay. Mme Corinne Charette. Corinne Charette est arrivée un petit peu plus tard, 2018-19. Et Mme Charette, en fait, on ne la connaissait pas du tout. On a appris en chemin que c'était l'ancienne DPI du fédéral, là, DPI étant la directrice des projets informatiques. Voilà. Et donc, Mme Charette aussi... bien, les CV de toutes ces personnes-là figurent toutes de façon résumée dans les rapports annuels de gestion. Alors, nous, on se référait à ça tout le temps pour voir qui étaient les nouveaux administrateurs. Donc, évidemment, on parcourt le CV de Mme Charette, qui, elle, au début, était surtout du côté du comité des technologies aussi. Donc, le comité conjoint, encore une fois, vous Au comité conjoint, Mme Charette était là. Quelle était votre appréciation de Mme Charette à titre de présidente du comité? Elle a remplacé Mme Croteau. Bien, en fait, l'appréciation par rapport à ce qu'elle faisait, je ne suis pas en mesure de me prononcer, moi, sur la qualité de ses compétences ou de porter des jugements, là. Mais, vos interactions avec elle? Mais les interactions et les relations qu'on avait avec elle dans les premières rencontres, et bon, mais pour un bout de temps, c'était bien. Ça, moi, je n'avais pas rien à dire sur Mme Charette. Monsieur Jules Martineau, on en a parlé, mais on en a parlé quand même beaucoup dans les derniers jours. Là. Vous, quelle était votre appréciation de vos interactions, je vais préciser ma question, avec lui, à titre de président du comité de vérif? Lui, c'était beaucoup plus mon patron, de façon directe. Okay? Lui, il est président du comité d'audit. Il était plus que ça dans ma tête, puis je ne veux pas que vous pensiez que je suis biaisé, là, mais Jules Martineau était sur le comité de sélection quand moi, j'avais été engagé sur cette chaise-là. Okay? Je comprends. Avec d'autres personnes, et j'avais su par Mme Tremblay que la décision avait été unanime. Alors, ça me confirmait que M. Martineau était d'accord à ce que j'occupe cette fonction-là. Alors, ça partait bien. C'est rassurant. Exact. Alors, la relation avec M. Martineau a toujours été très, très bonne. Et puis, rapidement, bien, la personne qui m'a précédé, Oda, avait une façon de faire avec Jules Martineau. Donc, il y avait des rencontres préparatoires téléphoniques avec lui pour préparer les comités d'audit. Des rencontres qui n'étaient pas nécessairement longues, mais simplement, donc, on parcourait ce qu'il y avait dans l'ordre du jour. Puis M. Martineau, bien, évidemment, il ne voulait pas se faire surprendre, lui, dans un comité. Donc, c'était des rencontres préparatoires qu'on a continué de faire ensemble. Alors, rapidement, on a développé un bon lien de confiance. Et puis, il a su apprécier nos travaux. Il nous questionnait. Et M. Martineau, très, très brillant, CPA de formation aussi, il était déjà, à ma connaissance, sur d'autres gros conseils d'administration aussi. Donc, un homme d'expérience qu'on respectait beaucoup. Puis, on comprenait qu'il respectait beaucoup mon équipe et nos différents travaux. C'est ce qui l'a emmené, en fait, à nous passer une commande en 2020 aussi. Oui, on va y revenir plus tard de cette commande-là, justement. Puis Mme Louise Turgeon, elle a remplacé M. Martineau à titre de présidente du comité des finances? Du comité d'audit. Oui, excusez-moi. Effectivement. Alors, Louise Turgeon est arrivée sur le CA de mémoire en 2019. Et puis, elle a remplacé Jules Martineau pour présider ce comité-là à partir du départ de M. Martineau en octobre 2020.
Alors, Louise aussi, CPA de formation, avait travaillé chez Desjardins, avait fait de l'audit interne, beaucoup. Oui, hein? Donc, oui, exact. Et vos interactions avec elle étaient bonnes? Bien, en fait, on a reconduit un peu ce qu'on faisait avec Jude Martineau, c'est-à-dire qu'il y avait des rencontres préparatoires. Et puis, Louise ne voulait pas de surprise aussi. Donc, en fait, on a perpétué là, cette bonne façon de faire. Là. Je comprends. Nathalie Tremblay, on en a parlé beaucoup. Madame Tremblay est CPA de formation également. Oui. C'est à votre connaissance qu'elle a également déjà agi dans vos souliers un peu à titre de vérificatrice interne? Oui. Donc, est-ce que j'ai raison de dire que Mme Tremblay avait une sensibilité par rapport à, justement, votre rôle parfois plus difficile là, sur le terrain? Je vous dirais oui. D'abord, Nathalie comprenait parfaitement notre rôle. Ça, c'est clair. Elle avait déjà occupé cette chaise-là. Nathalie était CPA. Elle avait été contrôleur des finances pendant un bout de temps aussi. Elle est devenue PCD à la SAC. Donc, Nathalie comprenait bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le comité de sélection pour mon embauche, Nathalie était sur ce comité-là. Alors, comme je vous disais tantôt, c'était une décision unanime. Alors, je partais avec un vote de confiance aussi. Je savais que Nathalie, que je faisais partie, en fait, que j'étais son choix. Alors, aussitôt que je suis nommé, en fait, on se rencontre. Nathalie devient ma patronne du point de vue administratif, on comprend. Alors, les rencontres statutaires s'installent et tout ça. Je ne vous cacherai pas qu'au début, c'était impressionnant. Nathalie, quand je nommais dans mes notes qu'elle exerçait un leadership fort... Oui, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous parliez de Nathalie à ce moment-là, Mme Absolument. Tremblay, Bien, la haute direction, là, mais c'était plus précisément sur Nathalie. Nathalie, une femme impressionnante, vraiment, là, dans son rôle, là, mais pour les bonnes raisons. Nathalie, CPA, très, très bonne connaissance aussi qu'on pouvait observer. Ça pouvait être en finance, ça pouvait être en comptabilité, ça pouvait être dans le juridique. Nathalie avait une vision d'ensemble et elle avait une capacité de comprendre les dossiers rapidement, de telle sorte que fallait arriver près dans son bureau quand on présentait des dossiers. Et vous l'étiez? Et on l'était. Okay. Vous avez travaillé avec elle vraiment de façon... avec elle, on s'entend, là, je ne veux pas rentrer dans les distinctions de termes, là, mais de 2016 à 2021, donc pendant 5 ans, là, grosso modo. Exact. Nathalie avait annoncé sa retraite. Elle a continué pendant presque 1 an et elle a quitté à la fin 21. Je comprends. Madame Caroline Foldaise-Busque. Oui. Bon, je suis peut-être moins en des interactions directes que vous aviez avec elle, mais est-ce que vous connaissez sa formation? Sa formation, dans le détail, je n'ai pas son CV par cœur, mais je sais qu'elle arrivait de chez Hydro-Québec puis qu'elle avait principalement travaillé dans le domaine des TI. C'est ça, une maîtrise en, je le dis, en sciences de la gestion options système d'information, donc une expertise très pointue là, dans ce domaine-là. Okay. Et au début du projet CASA, là, où vous étiez, elle avait un poste de leader. Vous souvenez-vous de ça? Ça s'appelait leader chantier solution d'affaires. Puis il y avait 2 équipes, les rouges et les bleus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ce qui appelait aussi les bâtons rouges et les bâtons bleus. Là. En fait, Caroline Foldaise-Busque, à son arrivée à la SAC, elle a tout de suite occupé des très hautes fonctions. C'est pour ça que je vous disais, c'était le bras droit là, de Carl Malenfant, là, directement. Oui. Puis, est-ce que c'est à votre... C'était quoi, les bleus, les rouges? Là, vous nous l'avez laissé sur le suspense. Bien, je m'excuse, mais il y avait beaucoup d'organigrammes là, qui venaient d'être développés. Donc, là, il y avait les bleus pour s'occuper de tel volet du projet, puis les rouges... dans l'équipe projet. Donc, c'était dans le contexte du projet CASA. Est-ce que c'est à votre connaissance que son équipe, les rouges, le faisait des revues chaque lundi matin de la semaine qui allait s'en venir avec les différentes parties prenantes, dont l'équipe de la DVIEP? Bien, en fait, c'est que ça fait partie des nouvelles méthodes qui rentraient, en fait, à la SAC. Là. Quand on parlait du mode agile, les remontées, les scrums qui se faisaient le matin, bon, et tout ça. Alors oui, évidemment, la DVIEP n'assistait pas toujours à ça. La direction de la gestion contractuelle était cependant assez présente, en fait, à ce niveau-là, là, parce que dans le début, là, il y avait beaucoup de discussions qui étaient faites au niveau de l'appel d'offres, par exemple, et tout ça. Mais la DVIEP, on n'était pas toujours là, mais oui, on a déjà eu accès à ça. C'est ça, parce que vous aviez accès, dans le fond, les gens qui voulaient assister à ces revues hebdomadaires-là en vue de la semaine, c'était un peu comme le plan de match de la semaine. Oui. Vous pouviez y aller. On pouvait y aller. C'est sûr que c'était sur invitation. Comme je le disais tantôt, on n'était pas toujours invité, mais normalement, surtout dans le début du projet, là, ça ne posait pas de problème. Je tomberai dans un autre sujet, j'ignore l'heure. Il est tout près d'11 heures, donc je vais décréter la pause du matin, 20 minutes. Donc, de retour à 11h20. Veuillez vous lever, 20 minutes de pause.